Pour ta communication. Combien 15, merci, Pape. Bonjour. Je remercie les organisateurs de m'avoir confié ce sujet et de m'avoir invité à venir le présenter ici. HBV Cure et réalité africaine, un sujet un petit peu délicat, mais tout à fait fort à propos par rapport à l'hépatite B, donc aucun lien d'intérêt. Voici le plan que je propose pour essayer de parler au mieux de ce sujet, dont une introduction, revenir sur cette notion de cure, bien sûr, et puis justement nos réalités africaines, avant de venir aux difficultés et aux acquis que nous avons quand même sur le terrain, et puis les solutions à proposer, parce qu'en Afrique, avec toutes les difficultés que nous avons, on a intérêt à rester dans des choses tout à fait concrètes, comme nous faisons jusqu'à présent, et ensuite on va conclure. Alors donc l'introduction, je passe très rapidement sur la prévalence, vous savez tout ça, et puis ce cercle vicieux qui fait que toutes ces causes d'agression sur le foie vont mener à cette cirrhose et au cancer. C'est pour ça que le monde entier se bouge sur ce problème important, avec toutes ces images que nous rencontrons quotidiennement. Bien sûr, en Afrique, les causes les plus fréquentes d'hépatocarcinome, ce sont les hépatites, en particulier en Afrique, l'hépatite B. Vous voyez les pays africains qui sont bien placés en termes de prévalence, ça vous le savez. Alors sur le plan de HBV Cure, c'est-à-dire donc ce problème de flèche. Alors, je crois que le mieux, c'est là. Donc, actuellement, nous, bien sûr, en Afrique, nous appliquons toutes les guidelines, excusez-moi, de temps en temps, ça va être du franglais, de guidelines internationales. C'est ce que nous faisons en Afrique. Vous vous souvenez de ce schéma qu'on avait et qui était très bien fait, qui expliquait bien les différentes phases de l'infection chronique VHB. Et puis, plus récemment, les modifications, les recommandations internationales, en particulier de l'AISL, ont permis de répartir ça un petit peu différemment en insistant sur le problème des infections chroniques et de l'hépatite chronique, que ce soit en E positif ou E négatif. Donc c'est plus clair parce que ça aboutit évidemment aux phases qu'on va traiter comme on disait avant. Alors bien sûr, quand nous considérons ces problèmes-là, il y a tous les marqueurs du virus et puis du foie lui-même, tout ça vous le savez. Et puis les algorithmes qui nous permettent de mettre sous traitement ces malades, c'est tout simple. Alors là où il faut insister, c'est sur les élargissements des indications thérapeutiques, c'est-à-dire que les dernières recommandations, on nous demande de mettre plus souvent les malades sous traitement, et donc on a remonté le nombre de malades qu'on va mettre sous traitement parce qu'effectivement c'est plus logique que d'attendre que le foie soit un petit peu dégradé pour pouvoir les mettre. Donc vous voyez, il y a des points importants. Vous voyez pratiquement ici, la limite des ALT, c'est pratiquement irréalisable, même chez un sujet non infecté. Bon, là, bien sûr, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de gens qu'on va mettre sous traitement. Vous voyez, quand il y a des antécédents, c'est encore plus vrai. Bon, quand il y a des cirrhoses et tout ça, vous le savez. Si le gars a plus de 30 ans, vous le savez aussi. Alors, les stratégies thérapeutiques, je passe rapidement. Vous savez qu'on a des analogues, surtout, qui sont très efficaces, mais qui ont... c'est un traitement à vie. Bon, en Afrique, on n'aime pas beaucoup les traitements à vie. Et à côté, il y a l'interféron pégylé, avec ses problèmes d'effets secondaires terribles. Ça aussi, les co-infections, on sait comment on fait. Alors, la notion de cure, il n'y a pas de définition vraiment acceptée de cure. Donc, c'est guérison. Alors, plusieurs définitions ont été proposées. Est-ce que ce sera l'ADN indétectable? On l'obtient très vite avec tous les analogues que vous savez. La plupart des malades que nous mettons sous traitement ont rapidement une charge virale indétectable. Est-ce que c'est la perte de l'antigène HBS? Bon, ça rapproche plus de façon logique à ce qu'on peut sous-entendre avec cure, mais toujours est-il qu'il n'y a pas une définition vraiment unanime. Alors, le problème du virus B, c'est que l'ADN viral étant intégré au génome de l'hôte, bien sûr, on peut voir qu'il y aura quand même quelques difficultés à obtenir une vraie guérison. Vous savez par exemple que dans les pays développés, dans les dons de sang chez nous, on élimine les antigènes HBS positifs, mais ceux qui ont un anti-HBC positif
sont maintenus, alors qu'en Europe, ben, tous ceux-là sont éliminés parce que quelque part dans leur foie, il peut encore y avoir du virus. Alors, depuis que nous mettons ces malades sous traitement, on sait que c'est la perte de l'antigène HBS qui est le endpoint, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'objectif final du traitement. Mais rarement nous l'obtenons, bien sûr, avec l'arsenal thérapeutique. C'est-à-dire que le nombre de malades séroconvertis HBE, c'est quand même pas mal de malades. C'est-à-dire que on voit ça très souvent. Mais par contre, la séroconversion HBS, c'est beaucoup plus rare. Et donc, quand on y arrive, c'est les quelques rares malades qu'on peut voir. Et on appelle ça une functional cure, c'est-à-dire que c'est pas vraiment la guérison. Et à ce moment-là, on va hésiter à discuter, est-ce qu'il faut arrêter le traitement, etc. Vous savez qu'il y a des règles pour ça. Toujours est-il qu'il faudra toujours maintenir ces malades sous surveillance à cause de cette intégration du génome que vous connaissez. Alors, il y a des études qui ont montré qu'effectivement, les analogues seuls, il y a très peu de gens qui vont séroconvertir antigène HBS, et que quand on ajoute l'interféron à l'analogue, bah, le taux est un petit peu plus élevé. Bon, ces chiffres sont un petit peu contestés ces temps-ci, mais toujours est-il que retenez qu'il y a très peu de malades en termes de guérison qui vont éliminer leur antigène HBS si on accepte que c'est le but de notre traitement. Donc, l'objectif conception de guérison, il faut penser que ça reste du domaine de la recherche, et c'est pour ça qu'il faut encourager, comme on disait tout à l'heure, la recherche scientifique dans ce domaine, parce que nos malades attendent, en matière d'hépatite B, qu'on leur dise qu'ils auront un traitement court qui pourra arriver à les guérir. Donc, bien sûr, dans ces recherches, il faudra toujours penser à pouvoir déterminer ce cccDNA qui est, si on peut le quantifier et regarder son activité transcriptionnelle, ça sera important pour l'évolution. Parce que, comme vous le savez, la recherche avance et nous donne des espoirs, puisque vous savez qu'il y a de nouvelles perspectives thérapeutiques qui sont à l'étude. Je crois que c'est même déjà en phase d'essai clinique. Vous savez tout ça, il y a pas mal de voies. Le TAF est déjà sur le marché, mais les autres vont pas tarder, j'espère. Je sais que quand je vais revenir à Douala, beaucoup de malades d'hépatite B vont me demander si c'est enfin sur le terrain, parce qu'ils sont au courant, ils s'informent. Alors, on a tendance à penser que si ceci aboutit, on pourra mieux cibler la guérison, entre guillemets, en faisant des associations. Ça me semble évident. Alors, sur le plan africain, justement, toutes ces choses sont valables pour le monde, mais nous avons des problèmes au niveau de l'Afrique parce qu'il y a un contexte particulier qui fait que nous devons en tenir compte et on a beaucoup de problèmes. Alors, il y a des notions, la notion de jaunisse, il y a plein de malades qui viennent vous dire qu'il a eu la fièvre jaune, qu'il a eu l'hépatite, donc tout ça dans l'esprit des Africains, c'est assez flou. Et donc, ça les mène souvent à aller voir tous ces pratiquants qui sont nos concurrents quotidiens sur le terrain. J'espère donc que vous aurez pitié des Africains qui travaillent sur les hépatites, parce qu'en face, il y a beaucoup de choses qui sont contre nous. Les voici. Vous voyez, par exemple, celui-ci, il prétendait que quand il met son serpent devant lui, si le serpent file par là, vous avez une hépatite B. S'il file par ici, vous avez une hépatite C. Bon, ça, c'est difficile à croire, mais bon, vous voyez, il y a un CHU traditionnel ici, donc nous avons des difficultés à convaincre les malades. Surtout qu'il y en a qui soignent des maladies surnaturelles. Vous voyez un peu. Comment voulez-vous que le simple médecin que nous sommes puisse aller contre des gens qui soignent des maladies surnaturelles? Il y en a même qui prédisent le passé. Alors là, vous voyez. Donc, je crois que vous avez pitié de nous. Alors, grippe aviaire, je suppose que hépatite, ça doit être dans le même ordre d'idée pour lui. Et tout ça. Bon, comment voulez-vous qu'on puisse concurrencer ces gens sur le terrain? Alors, contrairement aux apparences, en Afrique du Sud, il y a même des gens qui croient beaucoup à ces choses-là. On ne pourrait pas s'y attendre. Et puis, souvent, chez ces malades, il y a souvent les hépatites dans leurs arsenals, dans leurs compétences. Bon, les plantes médicinales, c'est plus de la médecine quand même, mais je pense que comme ça n'a aucune efficacité réelle par rapport à la thérapeutique que nous connaissons, c'est des choses qui vont plutôt retarder le diagnostic. Bon, vous le savez, je n'insiste pas là-dessus. Automédication, beaucoup de pharmaciens conseillent des petites choses qui peuvent marcher. Moi, je leur dis souvent, peut-être conseiller à vos malades des petites choses contre la faiblesse sexuelle, mais laissez-nous tranquilles avec les hépatites, parce que ça... Alors, il y a une variété d'interférons qui est très faiblement dosée, que beaucoup de médecins prescrivent,
pendant des années, mais ça n'a absolument aucune action. C'est comme si on buvait de l'eau, etc. Donc les difficultés d'observance chez nos malades qui préfèrent des traitements courts, c'est capital. Parce que quand un guérisseur va l'accrocher à la sortie de votre cabinet, il va dire, bon, le gars va vous dire traitement à vie, mais moi je peux vous donner un truc court qui va vous guérir. Ben, le gars, même un grand intellectuel, va croire ce qu'il dit. Alors il y a de fausses rumeurs, hépatite ne guérit jamais, c'est trop compliqué, toute la vie il faut prendre un comprimé. Et vous voyez qu'on va même avoir du mal à mettre certains malades sous traitement d'hypertension, tous ces traitements chroniques que nous avons des problèmes sur le terrain avec ça. Alors donc, les gars vont se replier, et vous pensez bien que c'est des gars qui vont filer chez le guérisseur. Alors tous ces gens, malheureusement, vont aboutir à l'hôpital un peu tard, avec des maladies déjà à des stades avancés. C'est pour ça que la sensibilisation, les changements des mentalités, c'est capital. Bien entendu, nous ne sommes pas au-dessus de l'ajout de choses qui vont compliquer le suivi de nos malades. Et il y a des gens qui sont très bien portants. Vous voyez ce beau bébé, bon, bref, c'est beau entre guillemets. Alors, sur le plan pratique, qu'est-ce que nous avons comme difficulté? Bon, ça, c'est ce qu'on dit souvent, les tiers-mondistes et tout ça vont dire que ce sont des pays qui ont les hautes prévalences des maladies, on le sait, mais sur le plan des discours, c'est des pays pauvres, certains sont très endettés, tout ça, vous savez, sous-développement, volonté politique, corruption, tout ça, ça fait que les moyens financiers dont disposent nos gens sont très réduits et ils préfèrent prendre des décisions différentes. Ça fait plaisir de voir que des ministres de la Santé viennent à nos réunions et je pense que ça va changer un petit peu ce profil. Je pense que l'année prochaine, je vais commencer à faire des diapos différentes par rapport à celle-ci en disant que les ministres de la Santé, etc. Toujours est-il que nous sommes dans des pays pauvres, vous voyez les pays développés, leur PIB, et puis les nôtres, vous voyez où on se trouve, etc. Donc, même si on veut mettre de l'argent, ben il va en manquer pour mettre malgré la volonté. Donc il faudrait qu'on trouve des moyens d'améliorer les ressources de nos pays. Alors, tout à l'heure, des gens ont protesté contre la cherté des bilans. Ben vous voyez ici ce que coûte le bilan de départ, la surveillance annuelle ou bisannuelle des malades. Bon, dans des pays pauvres, c'est très difficile, etc. Nous avons lutté pour avoir des médicaments à coût très réduit avec l'aide de nos gouvernements, mais il y a encore quelque chose à faire sur le plan des traitements. Beaucoup de gens ont proposé dans l'étude de la fibrose d'utiliser des méthodes qui coûtent pas cher, comme celle-ci, bien sûr, à prix FIB4, parce que le fibrotest et le fibroscan, vous voyez les prix, c'est très difficile. Ah oui, il y a quand même quelques acquis, et je pense que ça va conforter l'arrivée de nos ministres sur le terrain, parce qu'effectivement, je confirme, même au Cameroun, le ministre de la Santé est particulièrement actif là-dedans. Malheureusement, il n'aime pas beaucoup aller au Congrès parce qu'il est un peu timide, bon bref, mais il travaille beaucoup dans ce domaine-là. Alors, il y a des conventions, le ministre les autres ministres là en ont parlé. La dose vaccinale est sur le bureau du ministre, la dose monovalente, c'est chez notre ministre. Et puis, les négociations pour réduire les coûts des examens, ils ont entamé. Mais là, bien sûr, il faut ouvrir l'œil pour que, effectivement, ça soit une vraie réduction. Toujours est-il que nous avons déjà des médicaments disponibles par rapport à ce qui précède. Vous voyez, par exemple, au Cameroun, le coût mensuel, c'est 5 000 francs CFA, ça fait 8 000 francs pour le tenofovir. Et l'interféron pégylé, si on l'utilise, c'est 59 000 francs. C'est-à-dire à peu près 90 € par injection, etc. Donc c'est accessible. Alors les autres actions, bien sûr, sécurisation des banques de sang. De temps en temps, on peut avoir des sangs contaminés dans les banques de sang. Ça, c'est extrêmement grave. C'est une réalité. Il faut le savoir. Et donc, essayer d'améliorer la sécurisation des banques de sang et former le personnel. Bon, les sages-femmes, la PTME, je dis des évidences ici parce que je pense que dans tous nos pays, nous travaillons avec les sages-femmes, les gynécologues, etc. Nous intégrons de plus en plus les infectiologues au niveau de nos pays. Je crois qu'il faut continuer. Et même les médecins généralistes, parce que nous, au Cameroun, par exemple, on est 40 gastro. Et même en Afrique, je connais, on en a formé beaucoup, mais on n'est pas encore assez nombreux, il faut continuer à en former. Et puis le secteur privé, bon, changement des mentalités, nous allons passer par les masses médias, bien sûr. Le seul problème, c'est qu'en Afrique, ils aiment bien des petits dessous de table, et ça, on leur dit d'aller voir le ministre pour cela. Alors les associations, bien sûr, le rôle est capital. Alors les solutions à proposer, je pense que pour l'Afrique, il faut maintenir ce que nous avons toujours fait et demander aux ministres de nous soutenir, mais même les institutions internationales, l'OMS, etc., poussent à ça. Mais vous voyez, le coût du dépistage, si on n'a pas des méthodes, des choses qui coûtent
pas cher, ça sera cela. Le vaccin, bien sûr. On aime toujours dire que voilà un vaccin pour une fois qui peut prévenir le cancer. Je crois qu'il faut sauter dessus. Mais là aussi, réduire les coûts, parce que le coût du vaccin, je crois que c'est 5000 francs CFA la dose, x 3. Bon, c'est pas tout à fait abordable. Plus la monovalente à la naissance. La vaccination a prouvé qu'on va réduire les incidences. Ça, j'insiste pas. Vous savez tout ça. La prévention, bien sûr. Tout ceci. Ce que je retiens souvent ici, c'est le sex hospitality, c'est-à-dire qu'il y a des pays comme le Nigeria, vous y allez tout seul, et puis votre hôte a 4 épouses, il va vous prêter une de ses épouses pour la nuit, mais il va vous prêter aussi son VIH, son hépatite B, son hépatite, enfin de différents types, et donc il vaut mieux oublier le sex hospitality et revenir à des choses plus sérieuses. Alors, sur le plan des choses de tous les jours, je passe rapidement. On a insisté tout à l'heure sur la prévention de la transmission mère et enfant, avec la possibilité de mettre même de l'interféron au 3e trimestre, vous le savez. Et puis, à la naissance, bien sûr, les immunoglobulines et la dose de naissance. Mais je pense que ce serait bien de vacciner tous les nouveaux-nés en Afrique, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent à la maison, ou sous l'arbre, ou je sais pas sous quoi, et vous voyez l'enfant alors que vous n'avez jamais vu la mère, donc vous ne savez pas si elle est hépatite B. Donc c'est ce que nous sommes en train d'essayer de mettre dans la tête de notre ministre, et j'espère qu'il va pouvoir faire que ce soit vacciner tous les enfants à la naissance. Vous voyez ici, aucun commentaire, vous voyez bien qu'il y a une fenêtre qu'il faut fermer, ou une porte, appelez ça comme vous voulez. Si on ferme cela, je crois qu'on aura gagné, etc., pour avoir des beaux bébés comme ça. Et donc, en conclusion, importance de la recherche pour aboutir à la guérison. Les combinaisons thérapeutiques, j'en ai parlé. Le taf est déjà sur le marché. Nous attendons les nouveaux traitements. Je pense que tout le monde attend cela et on va prier pour que ça se passe. Peut-être qu'il faut que j'aille voir les guérisseurs ou bien les sorciers pour qu'ils travaillent magiquement pour que ces produits-là aboutissent rapidement. Ils vont me dire, mais hier tu nous combattais pour le traitement et maintenant tu viens nous dire de ceci. Importance de la PTME, bien sûr. Vous connaissez ce schéma. Il faudrait qu'on fasse tout ça, même en Afrique. Parce que malgré ces difficultés, il faut continuer à se battre pour que ces objectifs soient atteignables pour nous, même au niveau de l'Afrique. Et je pense qu'on va y arriver. Parce que vous voyez le nombre d'Africains qui participent à ce genre de congrès, c'est-à-dire qu'on est décidé à y arriver. Si déjà il y a nos ministres, c'est encore plus vrai. Et je redis qu'au niveau du Cameroun, le ministre est très impliqué dans cette lutte. On va essayer de le désensorceler pour qu'il puisse venir faire des discours dans nos grandes réunions. Et ainsi, on aura de beaux enfants comme ça pour notre continent. Ben, je crois que ça sera l'émergence assurée. Je vous remercie.